Le cri résonna dans le couloir désert du lycée Henri IV comme un coup de feu dans la nuit, « T'es qu'un pédé dégoûtant, Nicolas ». Les mots, crachés avec une haine viscérale, firent éclater le silence, et en un instant, le monde de Nicolas s'effondra en un tourbillon de verre brisé et de sang tiède coulant sur son front. Debout au milieu des débris de la fenêtre qu'on venait de fracasser, il vit le visage d'Alexis, son élève le plus brillant, se tordre en un rictus de trahison pure, les yeux verts luisants de larmes refoulées. Dans cette école parisienne où les secrets se murmurent comme des prières interdites, un amour naissant venait de se muer en poison mortel. Paris, automne 2025. Les feuilles jaunies des platanes bordant la Seine dansaient paresseusement sous un vent frisquet, comme si la ville elle-même retenait son souffle avant la tempête. Nicolas Duval, professeur de littérature au lycée Henri IV, gravissait les marches usées de l'établissement avec la lourdeur d'un homme qui porte le poids de trop de silence. À 42 ans, il était l'incarnation même de l'élégance française discrète, costume gris taillé sur mesure, chemise blanche immaculée, et une paire de lunettes à monture fine qui adoucissait ses traits anguleux. Ses cheveux châtains, légèrement ondulés, frôlaient ses épaules, un vestige rebelle de sa jeunesse bohème à la Sorbonne. Mais derrière cette façade polissée, Nicolas cachait un feu intérieur, une identité qu'il avait appris à voiler comme un tableau trop osé dans un musée puritain. Le lycée Henri IV, niché au cœur du quartier latin, était un bastion de tradition séculaire, où les fils de l'élite parisienne venaient polir leur esprit avant de conquérir le monde. Ici, les murs de pierre grise, gravés de noms illustres, semblaient juger chaque pas, chaque regard. Nicolas y enseignait depuis 10 ans, passionnément, transformant les vers de Rimbaud en confessions intimes et les drames de Racine en miroir de l'âme humaine. Ses élèves l'adoraient, ou du moins, la plupart. Il avait ce don rare de faire vibrer les cœurs adolescents, de les pousser à questionner le monde avec une ferveur qui frisait l'hérésie dans un système éducatif aussi rigide que les boulevards haussmanniens. Ce matin-là, en entrant dans sa salle de classe au 3e étage, Nicolas sentit un malaise diffus, comme un courant d'air froid filtrant par une fissure invisible. La pièce, avec ses pupitres en bois patiné et ses tableaux noirs effacés par des générations d'écritures fiévreuses, bourdonnait d'une énergie contenue. Ses élèves de terminale, une vingtaine de jeunes de 18 ans, étaient déjà installés, leurs uniformes bleu marine impeccables contrastant avec les éclats de couleur de leurs écouteurs ou des tatouages discrets qui affleuraient sous les manches. Parmi eux, Alexis Moreau se détachait comme une étoile filante dans la nuit parisienne. Alexis avait 18 ans, des yeux verts perçants hérités d'une lignée provençale, et une tignasse noire en bataille qui lui valait les regards envieux des filles et les murmures complices des garçons. Fils d'un banquier influent et d'une galeriste mondaine, il naviguait les couloirs du lycée avec l'assurance d'un prince en exil. Pourtant, sous cette assurance craquelait une vulnérabilité que Nicolas avait su déceler dès le premier jour. Lors d'une discussion sur le portrait de Dorian Gray, Alexis avait défendu avec acharnement l'idée que la beauté intérieure pouvait racheter les vices les plus sombres. Ces mots, prononcés d'une voix grave et tremblante, avaient accroché le cœur de Nicolas comme un hameçon dans la chair. Depuis lors, une alchimie subtile s'était opérée entre eux. Pas un flirt vulgaire, non rien d'aussi grossier que ce que les ragots d'école pouvaient inventer. C'était une connexion intellectuelle, nourrie de regards prolongés pendant les cours, de notes manuscrites glissées dans les devoirs, de conversations volées après les heures de classe sur les quais de la Seine. Nicolas se surprenait à anticiper les interventions d'Alexis, à sourire intérieurement quand il citait Baudelaire avec cette intonation qui faisait frissonner l'air. Et Alexis, de son côté, cherchait les yeux de son professeur comme un phare dans la brume de son adolescence tourmentée. Mais Paris, cette ville des amours impossibles, avait ses ombres. Nicolas était gai, un secret qu'il gardait jalousement depuis son coming out raté à l'université, où un amant jaloux avait transformé son courage en scandale familial. À 42 ans, il vivait seul dans un appartement haussmannien du Marais, entouré de livres et de vinyles de jazz, flirtant occasionnellement dans les bars sombres de la rue des Archives. Au lycée, il était, Monsieur Duval, l'enseignant intouchable, veuf imaginaire d'une femme fictive pour apaiser les curiosités. Jamais il n'avait franchi la ligne avec un élève, c'était un serment gravé dans son âme. Pourtant, avec Alexis, la ligne tremblait. Lors d'une sortie culturelle au Louvre, alors qu'ils admiraient ensemble la Joconde, Alexis avait effleuré son bras, un geste fugace qui avait envoyé une décharge électrique le long de l'échine de Nicolas. « Vous comprenez vraiment les gens, monsieur ?» avait murmuré le jeune homme, ses lèvres si proches que Nicolas avait pu sentir le souffle mentholé de sa gomme à mâcher. Cette nuit-là, seul chez lui, Nicolas avait veillé jusqu'à l'aube, le cœur battant la chamade, se maudissant pour cette faiblesse qui le rendait si humain, si fragile. Le cours commença comme à l'accoutumée. Nicolas déroula son exemplaire corné de Les Fleurs du Mal,
sa voix chaude enveloppant la classe d'une mélodie familière. Aujourd'hui, nous plongerons dans l'interdit, mes chers élèves. Baudelaire nous invite à explorer les abysses de l'âme, là où l'amour se mêle au vice, où le désir défie les chaînes sociales. Les regards se fixèrent sur lui, captivés. Alexis, assis au 3e rang, croisa les bras, un sourire en coin qui n'appartenait qu'à eux. Mais au milieu de la leçon, un billet froissé atterrit sur le bureau de Nicolas. Il le déplia discrètement, PD. On sait tout. Son sang se glaça. Qui? Comment? La classe se poursuivit dans un brouillard, mais Nicolas nota les regards fuyants, les ricanements étouffés. À la fin de l'heure, alors que les élèves quittaient la salle, Alexis s'attarda, feignant d'ajuster son sac. Monsieur, pour le devoir sur Rimbaud j'ai une question. Sa voix était basse, presque un chuchotement. Nicolas hocha la tête, le cœur serré, et ils se retrouvèrent dans le couloir vide, sous la lumière jaunâtre des néons. Qu'est-ce qui ne va pas, Alexis? Tu sembles distant. Le jeune homme baissa les yeux, ses joues rosissant. Rien, c'est juste les rumeurs. Les gens parlent. De vous. De moi. Il releva la tête, ses yeux verts implorant une encre. Ils disent que je suis comme vous. Queer. Et que c'est pour ça que vous me favorisez. Nicolas sentit le monde basculer. Il posa une main sur l'épaule d'Alexis, un geste paternel qu'il regretta aussitôt. Écoute-moi bien, Alexis. Ce que les autres disent n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est qui tu es. Et toi, tu es brillant. Ne les laisse pas te définir. Alexis hocha la tête, mais ses lèvres tremblaient. Et si j'ai envie d'être comme vous? Si j'ai envie de plus? Les mots sortirent comme un aveu arraché à la nuit. Nicolas recula, le souffle court. Alexis, non. Ce n'est pas possible. Pas ici, pas comme ça. Il tourna les talons, fuyant vers son bureau, laissant le jeune homme seul avec son tourment. Ce soir-là, sous la pluie fine qui lavait les rues de Paris, Nicolas erra le long de la Seine, les lumières des ponts se reflétant dans les flaques comme des promesses brisées. Il pensa à son propre passé, l'adolescence à Lyon, les premiers baisers volés dans les parcs sombres, la découverte douloureuse de son orientation dans une famille catholique étouffante. Il avait fui vers Paris, ville des lumières et des ombres, pour renaître. Mais ici, au lycée, l'histoire se répétait, empoisonnée par la jeunesse impulsive d'Alexis. Le lendemain, la tempête éclata. Pendant la pause déjeuner, un groupe d'élèves mené par Lucas, le quarterback de l'équipe de rugby, un colosse blond aux préjugés aussi solide que ses muscles coinça Nicolas dans les toilettes du rez-de-chaussée. On sait pour tes petites manies, Duval. Et pour le gamin, Alexis. T'es un prédateur, ou quoi? Les mots fusèrent comme des gifles. Nicolas tenta de garder son calme, mais Lucas le poussa violemment contre le lavabo. Dégage de notre école, PD. Un poing s'abattit, fendant la lèvre de Nicolas. Le sang goutta sur le carrelage blanc, un rappel cruel de sa vulnérabilité. Il tituba jusqu'à son bureau, composant frénétiquement le numéro de la direction. Mais le proviseur, un homme bedonnant prénommé Moreau, ironie du sort, homonyme d'Alexis, balaya ses plaintes d'un revers de main. Des ragots d'adolescents, Nicolas. Ne dramatisez pas. On ne veut pas d'esclandre. Seul dans sa salle, Nicolas pleura pour la première fois depuis des années. La haine, cette vieille compagne, revenait le hanter. Comment en était-il arrivé là? Un professeur respecté, réduit à une ombre par les préjugés de ceux qu'il était censé guider. C'est alors qu'Alexis frappa à la porte. Ses yeux étaient rougis, son uniforme taché de boue, il avait traversé la cour sous la pluie pour le rejoindre. Monsieur, j'ai tout entendu. C'est ma faute. Ils m'ont forcé à dire des choses. Pour me protéger. La trahison frappa Nicolas comme un coup de poignard. Alexis, son Alexis, avait-il vendu son secret pour sauver sa peau? Sors d'ici, murmura-t-il, la voix brisée. Laisse-moi tranquille. Mais Alexis ne bougea pas. Au contraire, il s'approcha, prenant la main de Nicolas dans la sienne. Non. Je vous aime, Nicolas. Pas comme un élève. Comme un homme. Et je ne les laisserai pas nous détruire. Dans ce moment suspendu, sous le regard impitoyable des portraits d'anciens élèves accrochés au mur, leur premier baiser scella un pacte fragile, l'amour contre le monde. Les jours suivants furent un kaléidoscope de tensions et de passions clandestines.
Paris, avec ses cafés enfumés et ses ruelles tortueuses, devint leur refuge secret. Nicolas et Alexis se rencontraient dans des lieux anodins, un banc sous les arches du Pont des Arts, où les cadenas d'amour rouillés témoignaient de promesses plus durables, un petit bistrot du Marais, où ils sirotaient des cafés crème en chuchotant des vers de Verlaine. Chaque rencontre était un risque calculé, un fil tendu entre l'extase et l'abîme. Nicolas, épris malgré lui, se laissait emporter par la fougue d'Alexis. Le jeune homme, avec sa peau olive et ses lèvres pleines, incarnait une vitalité que Nicolas avait perdue depuis longtemps. Leur conversation déviait inévitablement vers l'intime, Alexis confiait ses doutes sur son père, cet homme de fer qui rêvait pour lui d'une carrière en finance, pas d'une vie d'artiste queer. Il me voit comme son héritier, pas comme son fils, avouait-il, les yeux baissés sur la nappe à carreaux. Nicolas, en retour, ouvrait les vannes de son passé, l'amant perdu à l'université, emporté par le sida au milieu des années 90, une plaie qui n'avait jamais cicatrisé. « Tu me rappelles lui » murmurait Nicolas un soir, alors qu'il marchait le long du canal Saint-Martin, les lumières des péniches dansant sur l'eau noire. Passionné, imprudent. Mais toi, tu es plus fort. Alexis s'arrêtait, l'attirant dans l'ombre d'un pont. Leur baiser, d'abord timide, devint vorace, un mélange de désespoir et de joie pure. Les mains d'Alexis exploraient le corps de Nicolas avec une curiosité avide, traçant les contours de cicatrices invisibles. Pour la première fois depuis des années, Nicolas se sentait vivant, désiré non pour son esprit, mais pour son être entier. Pourtant, le lycée était un champ de mines. Les rumeurs enflaient comme une marée montante. Lucas et sa bande des garçons élevés dans les privilèges du 16e arrondissement, imprégnés de discours réactionnaires glanés sur les réseaux, multipliaient les graffitis dans les couloirs, Duval égale pervers, Alexis la tapette. Les élèves plus timorés baissaient les yeux, complices par silence. Même les professeurs, ces gardiens supposés de la vertu, murmuraient dans la salle des profs, ils la cherchaient, avec ses manières efféminées. Nicolas tenta de se blinder. Il intensifia ses cours, transformant chaque leçon en plaidoyer voilé pour la tolérance. Lors d'une analyse de Maurice de Point Monsieur Forster, il lança « L'amour, mes amis, n'est pas une question de genre, mais de courage. Dans une société qui nous enchaîne, oser aimer est une révolution. » La classe retint son souffle, Alexis, au fond, rougit de fierté. Mais la trahison couvait. Alexis, sous la pression de son père qui avait été alerté par un appel anonyme, commença à douter. Lors d'un dîner familial tendu dans leur hôtel particulier de Passy, son père le somma, « Si tu te laisses corrompre par ce professeur, tu perds tout. Ton avenir, ton nom. » Alexis, déchiré, promit le silence. Mais au lieu de rompre, il s'enfonça plus profondément dans les bras de Nicolas, cherchant un salut dans l'amour interdit. Le point de rupture survint un vendredi pluvieux de novembre. Nicolas avait organisé une soirée lecture poétique au lycée, un événement modeste pour célébrer la journée contre l'homophobie. Une quinzaine d'élèves s'étaient inscrits, dont Alexis, qui devait réciter un poème original. La salle polyvalente, avec ses chaises en plastique et son projecteur capricieux, vibrait d'une énergie nerveuse. Nicolas, en chemise bleu ciel, ajustait le micro quand Lucas fit irruption, flanqué de 3 acolytes. « Pas de pédophilie ce soir, Duval » hurla Lucas, brandissant un smartphone allumé sur une vidéo floue, Nicolas et Alexis, enlacés sous le pont des Arts, filmés par un espion zélé. La salle se figea. Des rires nerveux éclatèrent, vite étouffés par le choc. Alexis, pâle comme un linceul, se leva d'un bond. « C'est faux. C'est du montage. » Mais Lucas ricana, projetant la vidéo sur l'écran. Les images, pixelisées mais accablantes, montraient leurs lèvres se rencontrer, leurs mains entrelacées. Nicolas sentit ses jambes flageoler. « Éteignez ça immédiatement, ordonna-t-il, la voix chevrotante. La pagaille s'ensuivit. Des chaises renversées, des cris, des pleurs. Alexis, les larmes aux yeux, se rua vers Lucas, mais un coup de poing l'envoya valser contre le mur. Nicolas s'interposa, protégeant son amant de son corps frêle. « Assez. Cela suffit. » La direction intervint, dispersant la foule. Mais le mal était fait. Le lendemain, la vidéo circulait sur les réseaux sociaux du lycée, un virus de haine qui infectait chaque fil de discussion. Nicolas reçut un appel du proviseur Moreau, suspension immédiate, en attendant l'enquête. Et pour le garçon, ses parents sont furieux. Seul dans son appartement, Nicolas noya son chagrin dans un verre de Bordeaux. Alexis l'appela à minuit, la voix brisée, « Ils m'ont forcé,
Nicolas. Mon père il dit que je suis une honte. Mais je t'aime. Viens me chercher. Contre toute raison, Nicolas obéit. Il traversa la ville endormi, roulant sa vieille Peugeot vers Passy. Alexis l'attendait sous la pluie, un sac à dos sur l'épaule, trempé jusqu'aux os. Ils s'enfuirent vers une chambre d'hôtel anonyme près de Bastille, un sanctuaire temporaire où l'amour, pour une nuit, triompha de la tempête. Là, dans la lueur tamisée d'une lampe de chevet, ils s'aimèrent avec une urgence poignante. Les corps entrelacés, Nicolas murmura contre la peau d'Alexis, « Nous sommes plus que ça. Plus que le renne. » Alexis, les yeux clos, répondit par un baiser salé de larmes. C'était leur lune de miel volée, un interlude romantique dans le drame qui s'annonçait. Mais le matin apporta la réalité. Les journaux locaux titraient déjà « Scandale au lycée Henri IV, professeur et élève dans une relation interdite ». Les parents d'Alexis portèrent plainte, accusant Nicolas d'abus de pouvoir. La police frappa à sa porte à 10 heures, menottes prêtes. Alexis, renvoyé chez lui sous escorte, fut confiné dans sa chambre, son téléphone confisqué. Nicolas, emmené au commissariat du 5e arrondissement, subit un interrogatoire glacial. « Vous avez profité de votre position, monsieur Duval. C'est du grooming. » Les mots le transpercèrent. Grooming? Lui, qui avait résisté si longtemps? Il n'y a, bien sûr, mais les preuves, la vidéo, les messages effacés trop tard s'accumulaient comme des chaînes. Libéré sous caution grâce à un avocat ami, il rentra chez lui, brisé. Une lettre glissée sous sa porte l'attendait, de la main d'Alexis. « Pardonne-moi. J'ai tout avoué à mon père. Pour nous protéger. Mais il m'envoie en internat en Suisse. Je t'aime pour toujours. » Ah. La trahison, ou était-ce un sacrifice? Le terrassa. Nicolas s'effondra sur son lit, le cœur en lambeaux. Paris, ville d'amour, se muait en geôle. Pourtant, au fond de lui, une étincelle persistait. Il pensa aux élèves qu'il avait soutenus en secret, Marie, la fille gothique qui avait tweeté « Je suis Nicolas », Julien, le timide qui avait pleuré lors de l'incident. Peut-être y avait-il un moyen de transformer la douleur en lumière. L'hiver s'installa sur Paris comme un manteau de plomb, la Seine gelée sous un ciel perpétuellement gris. Nicolas, suspendu sans salaire, vivait reclus dans son appartement du Marais, les volets clos contre le monde. Les jours se fondaient en un brouillard d'insomnie et de regrets. Il relisait les messages d'Alexis, ceux qu'il avait sauvés en cachette, chaque mot un poignard sucré, « Ton sourire est ma poésie préférée, ensemble, nous défierons les étoiles. » Mais la trahison planait, un spectre, avait-il vraiment tout avoué pour les protéger, ou pour se racheter aux yeux de son père? Les appels de l'avocat pleuvaient, l'enquête s'enlisait, mais les médias s'en donnaient à cœur joie. Le Figaro titrait « L'enseignant gay et l'élève séduit, un cas d'école », tandis que Libération plaidait pour la nuance, interviewant des associations LGBT. Nicolas, muet, refusait les micros. Il errait dans les rues, anonyme sous un bonnet, observant les vitrines festives de Noël qui moquaient sa solitude. Un soir de décembre, une enveloppe anonyme glissa sous sa porte. À l'intérieur, une photo, lui et Alexis au Louvre, souriant, innocent. Au dos, une note tapée à la machine, « Ils te briseront si tu ne te bats pas, rejoins-nous. » Mardi, 20 h, café Le Procope. Intrigué, Nicolas obéit. Le Procope, plus ancien café de Paris, avec ses murs lambrissés et son fantôme de Voltaire, était un havre pour les intellectuels en crise. Là, une table au fond l'attendait. 3 personnes, Marie, l'élève gothique aux cheveux teints en bleu, Julien, le timide aux lunettes épaisses, et une femme d'une 50aine d'années, Élise, professeure d'histoire au lycée, les yeux vifs derrière des lunettes rondes. « Nous sommes les alliés », expliqua Élise d'une voix ferme. Un groupe informel contre l'homophobie. Vous n'êtes pas seul, Nicolas. Ils parlèrent des heures. Marie raconta comment Lucas l'avait harcelé pour son orientation bi, Julien avoua son crush refoulé sur un camarade. Élise, lesbienne assumée depuis 30 ans, partagea ses batailles, « J'ai perdu un poste pour ça, en 95. Mais j'ai gagné une vie. » Pour la première fois, Nicolas se sentit entouré, non pas comme un paria, mais comme un frère d'armes. Le plan germa cette nuit-là, un coming-out collectif. Pas pour le scandale, mais pour l'éducation. Ils rédigèrent une pétition, pour un lycée inclusif, stop à la haine anti-LGBT. 100 signatures en une semaine, via des murmures dans les couloirs et des posts cryptés sur Instagram.
Nicolas, galvanisé, contacta des associations SOS Homophobie, Inter-LGBT. Bientôt, des alliés extérieurs rejoignirent la cause. Alexis, de son exil suisse, apprit la nouvelle par un appel clandestin à sa mère compatissante. « Il se bat pour nous, maman. Pour moi. » Son père, inflexible, le priva de sortie, mais le ver était dans le fruit. Alexis commença à écrire des lettres secrètes, glissées via Marie, « Tu es mon héros. Batte-toi. Je reviens bientôt. » Le lycée bouillonnait. Lucas, sentant le vent tourner, intensifia ses attaques, un graffiti sur le bureau de Nicolas, mort au PD, effacé par la direction sous pression. Le proviseur Moreau, acculé, convoqua une réunion d'urgence. Cela doit cesser. Pas de manifestation. Mais Nicolas avait décidé. Le 15 janvier, jour de la rentrée post-vacances, il se posta devant les grilles du lycée à l'aube, écharpe arc-en-ciel au cou, pancarte en main, « L'amour n'est pas un crime ». Derrière lui, une quarantaine d'élèves et profs, dont Élise et Marie, brandissaient des drapeaux Pride. Les médias, alertés, affluèrent, caméras de France 2, micro de RTL. Lucas et sa bande arrivèrent en force, huant, scandant « Duval dehors ». La tension monta, poings serrés, regards assassins. Nicolas grimpa sur les marches, micro volé à un journaliste, et sa voix tonna « Écoutez-moi. Je suis gay. Oui, j'aime les hommes. Et oui, j'ai aimé Alexis. Pas comme un prédateur, mais comme un homme aime un autre homme, avec respect, avec passion. La haine que vous vomissez n'est pas la mienne. C'est la vôtre. Et elle vous ronge. » La foule se tut. Des larmes coulèrent. Puis, un applaudissement timide, puis un tonnerre. Alexis n'était pas là encore en Suisse, mais son esprit planait. Lucas, déstabilisé, tourna les talons, son masque de brute craquelant. Ce fut le début du retournement. La pétition atteignit 1000 signatures en 24 heures. Le ministère de l'Éducation intervint, formation obligatoire anti-homophobie pour tout le personnel. Nicolas fut réintégré, sous les vivas. Mais le drame personnel persistait. Alexis, libéré par un juge compatissant qui classa l'affaire pour manque de preuves d'abus, rentra à Paris fin février. Leur réunion, dans un parc enneigé près du Luxembourg, fut un mélange de joie et de douleur. « J'ai trahi », avoua Alexis, à genoux dans la neige. « Pour mon père. Mais je regrette tout. » Nicolas le releva, l'embrassant avec une tendresse infinie. La trahison fait partie de l'amour. Ce qui compte, c'est le pardon. Ils firent l'amour cette nuit-là, dans l'appartement de Nicolas, un rituel de rédemption où chaque caresse effaçait une cicatrice. Pourtant, les ombres planaient. Le père d'Alexis, ruiné par un scandale financier parallèle révélé par des fuites anonymes, peut-être orchestrées par Élise, sombra dans la dépression. Alexis, déchiré, visita son père à l'hôpital, choisissant le pardon familial sur la rupture. « Je t'aime, mais je dois guérir seul », dit-il à Nicolas un soir de mars, sous les cerisiers en fleurs. La séparation fut un poignard. Nicolas, seul à nouveau, trouva consolation dans son combat. Il lança un club LGBT au lycée, les voix arc-en-ciel, où des dizaines d'élèves osèrent parler. Lucas, transformé par une thérapie imposée, s'excusa publiquement, devenant allié inattendu. L'amour de Nicolas et Alexis, bien que posé, n'était pas mort. Des lettres volantes, des visites discrètes, tissaient un fil d'espoir. Le printemps 2026 fleurit sur Paris avec une insolence cruelle, les jacinthes du Luxembourg éclatant en bleu vif contre le gris des souvenirs. Nicolas avait repris ses cours, mais transformé, ses leçons n'étaient plus des exégèses sèches, mais des homélies vivantes sur l'identité. Les élèves affluaient, curieux, touchés. Le club Les Voix Arc-en-Ciel devint le poumon du lycée, un espace où les coming out se murmuraient comme des secrets sacrés, où les histoires de rejet se muèrent en récits de résilience. Nicolas, à 43 ans, rayonnait d'une maturité nouvelle. Son appartement du Marais, jadis mausolée de solitude, s'ouvrait aux amis, dîners animés avec Élise et Marie, où le vin coulait et les rires effaçaient les larmes. Pourtant, la nuit, quand le silence tombait, il repensait à Alexis. Le jeune homme, désormais à l'université Sorbonne en lettres, vivait une double vie, étudiant brillant le jour, fils repentant le soir auprès de son père convalescent. Leur rencontre, rare et volée à un café rue de Rivoli, une promenade nocturne le long de la Marne, étaient des oasis de tendresse, mais empoisonnées par la distance.
J'ai peur de te perdre pour de bon, confia Alexis un après-midi d'avril, assis sur un banc des Tuileries, les fontaines murmurant comme un chœur de regret. Ses yeux verts, autrefois si vifs, portaient l'ombre de l'épuisement. Mon père s'accroche à moi. Il dit que sans moi, il n'a rien. Nicolas prit sa main, la serrant fort. L'amour n'est pas une prison, Alexis. Ni pour lui, ni pour nous. Tu mérites la liberté. Mais les mots sonnaient creux. La trahison initiale, cet aveu forcé à son père pour se protéger, avait creusé un fossé, une méfiance subtile qui rendait chaque baiser aigre-doux. Le conflit ressurgit lors de la marche des fiertés, fin juin. Paris s'embrasait de couleurs, chars arc-en-ciel sur les Champs-Élysées, musique techno pulsant dans l'air tiède, milliers de corps unis contre l'intolérance. Nicolas marchait en tête du contingent du lycée, banné au vent, Henri IV Pro. Élise, Marie, Julien flanquaient ses côtés, chantant « Y a pas de futur sans amour ». Alexis les rejoignit en secret, masqué par une casquette, son cœur battant la chamade. Voir Nicolas, torse bombé sous un t-shirt Pride, micro en main pour un discours improvisé, l'amour queer est une révolution française. Raviva la flamme. Ils s'éclipsèrent dans une ruelle adjacente, s'embrassant avec fureur contre un mur tagué de cœur. « Viens avec moi ce soir », supplia Nicolas. « Chez moi. Oublie tout. » Alexis hésita, puis céda. La nuit fut un feu d'artifice, corps enlacés dans les draps froissés, murmure de promesses éternelles. Au petit matin, levé contre la poitrine de Nicolas, il murmura « Je vais confronter mon père. » Aujourd'hui. Pour nous. L'après-midi apporta le chaos. Alexis rentra chez lui, prêt au pugilat verbal. Son père, assis dans son fauteuil Voltaire, un verre de cognac à la main, l'attendait. « Tu étais à la marche ?» Avec lui. Le ton était glacial, les yeux injectés de rage refoulée. « Oui, papa. Et je suis fier. Je suis gai. Et j'aime Nicolas. » Les mots sortirent comme un torrent libéré. Le père explosa. « Traître. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu vas ruiner notre nom. » Un vase vola, se brisant contre le mur. Alexis, choqué, recula. « Tu ne comprends rien à l'amour, papa. Tu n'as jamais compris. » La dispute dégénéra, cris, accusations, un slap cinglant qui laissa une marque rouge sur la joue d'Alexis. Il s'enfuit, appelant Nicolas en pleurs. « Viens me chercher. Je ne peux plus. » Nicolas accourut, les trouvant dans le hall de l'hôtel particulier, Alexis en larmes, son père effondré sur le perron, le visage ravagé. « Prenez-le, » balbutia l'homme. « Mais ne le détruisez pas comme vous m'avez détruit. » Les mots frappèrent Nicolas. Détruit? Lui, qui avait survécu à temps. Il aida Alexis à monter en voiture, filant vers le Marais. Mais en route, le doute s'insinua. Était-ce une nouvelle trahison? Alexis choisissant la fuite plutôt que la guérison familiale? Les semaines suivantes furent un tourbillon émotionnel. Alexis emménagea temporairement chez Nicolas, transformant l'appartement en cocon d'amour, petit déjeuner au croissant frais, soirée à regarder Calm by Your Name en se tenant la main. Le sexe, passionné et exploratoire, scellait leur intimité. Pourtant, les appels du père suppliant, puis accusateur minaient Alexis. Il est seul, Nicolas. À cause de nous. Le climax survint en juillet, lors d'une fête au lycée pour clore l'année. Nicolas organisait un bal inclusif, avec drag queens invités et playlist queer. Toute l'école y était, même Lucas, Rédimé, DJ amateur. Alexis, rayonnant en chemise blanche ouverte, dansa avec Nicolas sous les guirlandes lumineuses, ignorant les regards. Mais le père d'Alexis surgit, ivre, escorté de journalistes sensationnalistes. « Rendez-moi mon fils. » « Vous l'avez perverti, » hurla-t-il, bousculant les invités. La foule s'écarta, choquée. Alexis, blême, s'avança, « Papa, arrête. C'est fini. Je choisis ma vie. » Une gifle partit, résonnant dans la salle. Nicolas s'interposa, protégeant Alexis. « Monsieur, partez. Ou j'appelle la police. » Le père, les yeux fous, cracha, « Vous paierez pour ça. » Tous les deux. La fête s'arrêta net. Les sirènes hurlèrent bientôt, le père fut emmené, interné pour alcoolisme et dépression. Alexis, effondré, s'effondra dans les bras de Nicolas.
c'est ma faute. J'ai détruit ma famille. Nicolas, le cœur serré, le serra fort. Non. Tu as sauvé la tienne. La vraie. Ce soir-là, dans la pénombre de la salle vide, ils firent l'amour sur le parquet ciré, un acte de guérison brute. Mais la graine du doute germait, pouvait-on reconstruire sur des ruines? L'été 2026 enveloppa Paris d'une chaleur languide, les fontaines de la Concorde crachotant des jets tièdes contre l'asphalte brûlant. Nicolas et Alexis, unis dans l'épreuve, tentèrent de tisser un quotidien. Alexis s'inscrivit à un stage d'écriture à la Sorbonne, ses poèmes inspirés de leur histoire gagnant des prix locaux. Nicolas, promu coordinateur du club LGBT, voyageait pour des conférences, sa voix portant l'écho du scandale en témoignage inspirant. Leur amour, mature désormais, se muait en quelque chose de profond, des matins paresseux à lire Proust à voix haute, des dîners sur la terrasse avec vue sur Notre-Dame, où ils débattaient de l'avenir. Et si on partait, proposa Alexis un soir doux, les pieds dans l'herbe du champ de Mars, les yeux rivés sur la tour Eiffel scintillant. Vers la Provence. Ou l'Italie. Loin de tout. Nicolas sourit, mais une ombre passa. Et ton père? Il sort de l'hôpital la semaine prochaine. Alexis se raidit. Son père, en rémission forcée, avait entamé une thérapie, envoyant des lettres maladroites, « Je regrette, mon fils. Apprends-moi à te comprendre. » Alexis, déchiré entre pardon et prudence, avait accepté une visite. Il change, Nicolas. Vraiment. La réunion familiale, dans un café neutre du 7e, fut un pas de danse sur des braises. Le père, vieilli de 10 ans, tendit une main tremblante. J'étais un lâche. Peur de la vérité. Pardonne-moi. Alexis pleura, serrant son père dans ses bras. Nicolas, en retrait, observa, était-ce rédemption ou manipulation? Les signes de rechute apparurent vite. Le père, de retour chez lui, commença à harceler, appel nocturne, message culpabilisant. Sans toi, je suis rien. Reviens. Alexis, affaibli par la culpabilité, craqua. Lors d'une dispute avec Nicolas anodine, sur un oubli de course, il hurla, « Tu ne comprends pas. Il est tout ce que j'ai avant toi. » Nicolas, blessé, se tut. La nuit, seul sur le balcon, il fuma une cigarette rare, contemplant la ville indifférente. Était-ce la fin? Leur amour, forgé dans le feu, fondrait-il sous la glace du devoir filial? Le dénouement vint en septembre, avec la rentrée. Le lycée, transformé, inaugurait un mémorial anti-homophobie, une fresque murale arc-en-ciel, peinte par les élèves, avec une plaque, à Nicolas et Alexis, pour le courage d'aimer. Toute l'école se rassembla, sous un soleil pâle. Le proviseur Moreau, repentant, prononça un discours, « Nous avons failli. Mais vous nous avez sauvés. » Alexis, à côté de Nicolas, serra sa main. Son père était là, en bout de rang, sobre, les yeux humides. Après la cérémonie, il s'approcha. « Fils, je suis fier. De toi. De lui. » Un geste maladroit, une accolade raide, mais sincère. Ce soir-là, Nicolas et Alexis rentrèrent chez eux, désormais un 2 pièces lumineux près du canal. Allongés nus sur le lit, fenêtres ouvertes sur la brise automnale, ils se parlèrent vraiment. « J'ai eu peur, » avoua Alexis. « De te perdre en le sauvant. Mais l'amour, c'est ça, laisser partir pour mieux revenir. » Nicolas caressa son visage. « Et si on construit ensemble? » Pas parfait, mais vrai. Leur étreinte fut lente, profonde, un serment charnel. Pas de grands gestes hollywoodiens, mais une humanité simple, 2 hommes, marqués par la haine et la trahison, choisissant l'amour comme acte de foi. Des mois plus tard, en novembre 2026, un an jour pour jour après le cri inaugural, Nicolas publia un livre, Amour interdit, un récit romancé de leur histoire. Alexis y contribua des poèmes. Le succès fut modeste, mais touchant, des lettres de lecteurs, jeunes et perdus, disant « Vous nous avez sauvés ». Le père d'Alexis, en thérapie continue, devint un allié discret, dont anonyme au club LGBT, invitation gênée à dîner. Lucas, étudiant en psycho, présenta un mémoire sur l'homophobie internalisée. Nicolas et Alexis, ensemble, arpentèrent Paris, mains liées sur les ponts, rirent dans les cafés. Pas de happy end mièvre la vie, après tout, est un roman inachevé. Mais dans leur regard partagé, une promesse, l'amour, courageux et humain, triomphait de ténèbres.
Et ainsi, dans la ville des Lumières, deux âmes queer illuminèrent l'ombre.